Aujourd'hui dans StoryCube, un épisode spécial True Crime. On va revenir sur les plus grandes affaires criminelles de France. Celles qui ont marqué l'histoire, celles qu'on a oubliées, et celles qui glacent encore le sang un siècle plus tard. Mais cette fois, on ne le fait pas seul. On reçoit un homme qui passe ses journées à fixer des morts dans les yeux. Bruno Fulini, historien spécialisé en True Crime, expert des archives criminelles. Pendant des années, il a plongé dans les caves poussiéreuses de la justice française. Là où dorment les dossiers oubliés, les photographies jaunies, les visages de ceux qu'on ne voulait plus jamais revoir. Des meurtriers, des violeurs, des enfants tueurs, des femmes qui effaçaient leurs victimes pour prendre leur place. Tous figés pour l'éternité, dans un cliché froid, sous une lumière crue, face à l'objectif de la police. Mais voilà la question qui hante ce livre et qui va nous obséder pendant tout cet épisode. Est-ce qu'on peut vraiment lire le crime sur un visage ? Est-ce que le mal laisse une trace ? Une cicatrice invisible dans le regard ? Ou est-ce que les pires monstres portent le masque le plus banal ? Parce que certains visages glacent le sang, d'autres ne disent absolument rien. Et c'est justement ça le plus terrifiant. Ce soir, Bruno Fulini ouvre ses archives les plus troublantes. Les gueules d'assassins qui ont marqué l'histoire du crime en France. Dumollard, le tueur de domestiques. Landru, le monstre au visage d'employé de bureau. Jeanne Veller, qui volait l'identité de ses victimes. Et ses enfants aux yeux trop clairs, trop doux, qui ont tué. Des portraits qui posent une question vertigineuse. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde ? Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à plonger dans les archives interdites. Là où chaque visage cache un secret et où la vérité ne se lit jamais là où on l'attend. Bienvenue dans StoryCube. Bonjour tout le monde, bienvenue dans StoryCube. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Fulini, un historien qui a récemment écrit un livre absolument dingue et aujourd'hui il est là pour nous en parler de son parcours et parler des plus grandes affaires dans ce livre. Peut-être déjà avant qu'on commence, tu pourrais nous parler un peu de ce livre, de quoi il parle finalement ? Donc ce livre s'intitule Gueule d'assassin et c'est un livre qui revient sur finalement 2 siècles de photographie, c'est bientôt le bicentenaire de l'invention de la photographie, mais de photographie au service de l'enquête. C'est-à-dire que dès que la photographie est inventée, au milieu du 19e siècle, les magistrats, les policiers s'intéressent à cette invention. D'abord, ils vont collecter des photos existantes, et puis petit à petit, ils vont en faire eux-mêmes. Ils vont photographier des victimes, ils vont photographier des cadavres, et puis ils vont finir par photographier les gens qu'on arrête, pour pouvoir les reconnaître ultérieurement. Et petit à petit, ça va se normaliser, sous l'influence d'Alphonse Bertillon, on va faire les fameuses photos anthropométriques, face, profil, ce que les Américains appellent mugshot. Ça sert à quoi d'ailleurs ? On voit toujours ça un peu partout dans les séries, même dans la vraie vie, mais à quoi ça sert finalement ? L'idée, c'est de pouvoir reconnaître les récidivistes. Si on fait une photo artistique, forcément, il y a plein de biais. Si on se tient une fois comme ceci, une fois comme cela, si on fait des grimaces, que évidemment les criminels faisaient pour essayer de se rendre méconnaissables, forcément, la photographie est d'une moindre utilité en termes policiers. Et Bertillon va mettre au point un banc spécial, avec une méthodologie toujours la même. Donc Bertillon, c'est celui qui a inventé C'est celui qui a inventé ce qu'on appelle l'anthropométrie. Bertillon, la folie des mesures. L'époque où l'on croyait pouvoir lire le crime dans des chiffres. La distance des yeux, la forme du crâne, la longueur du nez, des archives froides, géométriques, presque mécaniques. L'anthropométrie criminelle, quand la science pensait pouvoir prédire qui deviendrait un assassin. C'est-à-dire à partir de 1883, il met au point un système pour reconnaître les récidivistes. Au départ, c'est des mesures osseuses. Il considère que passé l'âge de 20 ans, un certain nombre de mesures du corps humain et les rapports entre ces mesures n'évoluent plus. Et donc on peut se faire arrêter plusieurs fois sous des alias, sous des noms différents. Eh bien la mesure du corps humain permettra de dire mais non, c'est le même individu, on a sa fiche. Il a mis au point un système de classement de fiches qui permet de retrouver ça rapidement. Et assez vite, il va adjoindre à ces fiches des photographies et des photographies qui sont faites de manière scientifique. Son but au départ, et ça qui m'intéresse aussi, c'est de se dire on va bannir la dimension artistique, on va faire des photos totalement objectives. Le visage de face, le visage de profil, toujours à la même distance, avec le même éclairage, sans décor au fond, sans ombre portée. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit ces photos, en fait, elles sont magnifiques et par leur sobriété, leur radicalité, elles ont une charge émotionnelle très forte. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est comment, à travers un siècle et demi, 2 siècles, on est passé de la photo artistique à la photo anthropométrique et comment la photo anthropométrique aujourd'hui est devenue un objet artistique. Tu parles d'énormément de photos évidemment dans ce livre. Et aussi d'affaires qui sont reliées souvent à ces photos, quasiment systématiquement. C'est le principe, tu me diras. Et une des premières affaires que tu traites, notamment au chapitre 1, c'est un tueur qui attire des domestiques dans les bois pour les dépouiller. Qu'est-ce qui se passe en fait avec cette affaire ? Dumollard,
Le tueur de domestiques. Février 1855. Lyon. Des jeunes domestiques disparaissent. Un homme les aborde sur le pont de la Guillotière. Il promet une place bien payée dans l'Ain. 200 francs par an. Elles le suivent à pied, mais elles ne reviendront jamais. Le 26 février 1855, on retrouve le corps de Marie Badet, mutilée, enterrée vivante. Le juge fait photographier le cadavre. Une première dans l'histoire judiciaire. Martin Dumollard, le premier tueur en série de France. Au moins 12 agressions et 3 meurtres prouvés. Alors l'affaire Dumollard, elle a lieu sous le Second Empire, donc au milieu du 19e siècle. Elle est très importante. D'abord parce que c'est le premier tueur en série connu en France. Rétrospectivement, évidemment, au milieu du 19e siècle, on ne parlait pas de tueur en série, c'est un concept d'aujourd'hui. Ouais. Mais rétrospectivement, on sait qu'il y avait un tueur en série français qui s'appelait donc Martin Dumollard, c'est comme ça qu'on l'appelait, en tout cas, son vrai nom c'était Desmollard. Il venait de Hongrie, du moins par son père. Son père visiblement était lui-même un criminel, ce qu'on découvrira plus tard. Lui au départ a l'aspect d'un brave paysan. On est dans la Dombe, dans le département de l'Ain, pas très loin de Lyon, mais en zone rurale. Et en 1855, des chasseurs dans un bois, le bois de Montaverne, ont la surprise de découvrir un cadavre. Et quel cadavre? Une jolie jeune femme, entièrement nue, dont la tête est toute ensanglantée, elle a été tuée d'un coup à la tête, entièrement dépouillée de ses affaires, de tous ses vêtements, et elle gît là dans le bois. Et là, cette découverte, elle est importante dans l'histoire de l'enquête policière parce que le juge d'instruction qui vient pour instruire cette affaire a l'idée de faire photographier le corps. Et ça, on ne le faisait pas trop en fait à ce moment-là. On ne le faisait jamais. Okay. Il faut bien voir qu'en 1855, la photographie, c'est d'abord une invention relativement récente, et puis ça coûte très cher. C'est plutôt les notables, les membres de la famille impériale, enfin des gens très riches qui se font photographier ou des grands bourgeois. Et on a une photographie de soi pour toute sa vie. En plus, il y a un matériel important, etc. Et là, il va faire chercher un photographe à Lyon qui va venir avec son matériel, alors quand même pas dans le bois, on n'a pas encore l'idée de préserver la scène de crime. On va transporter le corps, et le corps est bizarrement mis en scène sur le parvis de l'église du village. Donc il faut imaginer cette femme nue qui est disposée dans une attitude un petit peu artistique, ça évoque certains tableaux anciens, bon c'est très troublant comme photo. Okay. Et elle va être photographiée. Elle va être photographiée pas juste pour le plaisir de faire un cliché macabre, mais avec l'idée que cette inconnue, car personne ne sait qui est cette fille dans le village et aux alentours, on va pouvoir l'identifier grâce à ce portrait. Et donc il va y avoir des tirages qui sont faits et qui vont circuler, qui vont être joints à la vie de recherche. Nous, ça nous paraît banal aujourd'hui, quand quelqu'un disparaît ou quand on trouve un corps, de diffuser une photo. Mais en 1855, c'est vraiment révolutionnaire. Et du coup, il diffuse la photo du cadavre de la personne, du coup. Voilà. Enfin, ça, voilà. Dingue. Une photo assez dingue. Alors, il la diffuse pas à l'époque, la presse ne sait pas reproduire des photos. Oui. Donc, c'est vraiment des tirages photographiques qui sont donnés à des policiers, qui vont être montrés d'abord aux habitants de la région. Est-ce que vous connaissez cette personne? Non. Et puis plus tard, quand on va comprendre un petit peu les ressorts de l'affaire, on va la montrer à Lyon et une dame va dire « oui, je la reconnais, c'était ma domestique, Marie Badet, elle avait 22 ans, elle m'a quitté parce qu'elle avait trouvé une meilleure place à la campagne ». Et on va se rendre compte qu'en fait, à Lyon, il y a un paysan qui a l'air un peu balourd, qui a l'air un peu gentillet, qui aborde les jeunes domestiques, les petites bonnes, quoi, pour leur dire, voilà, je viens de la part de mon maître qui a un beau château, il cherche une domestique, mais j'ai déjà une place, oui, mais il paye bien, vous savez. Puis il annonce des gages presque 2 fois supérieurs à ce que gagne une petite bonne lyonnaise. Donc là, la jeune femme tend quand même un peu l'oreille, et puis elle lui explique qu'il y aura du lait gratuit, des bons repas, etc., etc. Bref, la petite bonne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait son baluchon, elle emporte ses bijoux, ses petites économies, toutes ses affaires, et elle le suit pour quitter Lyon, pour aller à la campagne. Et puis, c'est un trajet qui doit prendre la journée, normalement. D'abord un coche d'eau, puis après on marche un petit peu. Et puis on marche, et puis on marche, et puis le jour commence à décliner, la nuit commence à tomber, on est en pleine forêt ou en plein champ. Et il va arriver à plusieurs reprises que des petites bonnes, comprenant au dernier moment qu'elles sont tombées dans un piège, abandonnent leurs affaires, partent en courant, aillent tambouriner à la porte des fermes. Et le juge Genot, qui a déjà eu la bonne idée de faire photographier le corps, va également, de façon systématique, retrouver ces petites bonnes et les interroger. Et il va dresser, alors on ne parle pas de portrait robot à l'époque, okay, mais il va dresser une description de ce personnage qui, visiblement, de façon répétitive, a ce procédé.
Et à un moment, une de ces bonnes qui comprend à temps ce qui va lui arriver, elle voit le bonhomme en train de chercher une pierre par terre ou en train d'essayer de retirer un épieu d'une vigne pour lui taper dessus. Elle s'en va, elle abandonne tout comme les autres, mais elle en plus, elle avait une très lourde malle. Ouais. Et le lendemain, quand on revient sur les lieux de la tentative d'agression, la malle a disparu. Ça veut dire, comme elle était très lourde, cette malle, que le bonhomme habite dans les parages. Ouais. Et donc on va montrer le descriptif du bonhomme, et il a un défaut à la lèvre. Un tavernier du coin dit « Ah bah oui, c'est du Mollard, il habite là-bas, on y va ». Et là, il y a perquisition et on retrouve des centaines de vêtements féminins, de petits bijoux, d'objets qu'il avait conservés chez lui et qu'il obligeait sa femme à porter, car il était marié. Sa femme, elle était au courant de ça Visiblement. En tout cas, elle devait se douter que tous ces beaux vêtements, tous ces bijoux qui lui arrivaient de la ville n'étaient pas gagnés par le travail très relatif de son époux. Elle va même à un moment le charger, elle va révéler que, outre les agressions, il a tué aussi. Elle va révéler l'emplacement où il a enterré une de ses victimes. Il va d'ailleurs apparaître que la victime a été enterrée vivante, parce qu'on retrouve ses mains crispées cherchant à sortir de la fosse où on l'a précipité. Et puis au départ du Mollard, il est arrêté pour une tentative d'agression. La bonne qui a laissé sa malle. Mais grâce à la photo et à l'identification du cadavre initial, Marie Badet, 1855, on va pouvoir également l'inculper d'assassinat. Et là, ça change tout, il va être guillotiné. Donc cette photo de 1855, elle est fondamentale parce que c'est la première fois qu'une photographie joue un rôle dans une enquête policière et ça va amener à la condamnation à mort du Mollard. Il va être exécuté à Montluel, dans l'Ain. Et alors ça va être, comme les exécutions sont publiques à l'époque, un moment de grand spectacle. Ouais. Et ensuite, il va être enterré au cimetière de Montluel, mais dans l'allée centrale, pour que tout le monde piétine son corps en allant au cimetière. Ouais. Et il va y avoir pendant des décennies un rituel, c'est que chaque fois qu'une domestique, une petite bonne passe à Montluel, elle allait balancer un caillou à l'emplacement où était enterré du Mollard. Et ça a fait une sorte de shorten qui a duré comme ça pendant quelques décennies, ça n'existe plus aujourd'hui. Et la tête de du Mollard, puisqu'il a été guillotiné, elle n'est pas enterrée. Elle a été envoyée à Lyon pour être étudiée, parce que c'est l'époque où les médecins, les savants se demandent s'il n'y a pas une bosse du crime, s'il n'y a pas dans le cerveau une partie qui prédispose à l'assassinat. Et donc on va disséquer sa tête, on va étudier son cerveau, on va tanner sa peau. Ce qui fait qu'en 1985, donc longtemps après les faits, à partir des mesures crâniennes qui ont été prises, on va reconstituer sa tête à partir de la peau tannée. Et aujourd'hui, on peut voir la tête de du Mollard dans un musée qui est à Rieux-la-Pape, le musée Testu-Latarjet. Ça, c'est une bonne question d'ailleurs qui n'a un peu rien à voir, mais est-ce que finalement il y a une gueule d'assassin? Est-ce qu'il y a une tête ou est-ce qu'il y a un profil type qu'on pourrait retrouver, ou finalement c'est que des légendes, ça finalement C'est effectivement un débat qui a traversé tout le 19e siècle. On a d'abord cherché la bosse du crime. Ça, c'est quoi la bosse du crime? Il y aurait peut-être une bosse quelque part Disons qu'on sait maintenant qu'il y a dans le cerveau des parties du cerveau qui sont plus ou moins spécialisées dans le mouvement, dans le traitement de la vision, etc. Et donc on s'est demandé si, de même qu'il y aurait une bosse d'hémate, il n'y aurait pas une bosse du crime, il n'y aurait pas une partie du cerveau dont l'hypertrophie signifierait, attention, cet individu est dangereux. Ouais. Et on s'est même demandé si cette bosse ne se traduisait pas par une bosse sur le crâne lui-même. Et donc il y a eu des travaux, alors nous ça nous fait sourire, mais il y a eu des savants qui ont mesuré des crânes de criminels, des crânes de guillotinés, pour essayer de voir s'il y avait un caractère qui permettait de repérer, même d'anticiper en fait le crime. Et en particulier, il y a un nom à citer, c'est un Italien, Cesare Lombroso, qui a développé la théorie du criminel né. Et pour lui, les criminels, à quelques exceptions près, les criminels, ce sont des dégénérés, alors lui, on est au 19e siècle, il baigne dans les théories à la fois de l'évolution, mais aussi des théories racistes qui ont cours à l'époque, où on hiérarchise un petit peu les types humains. Et lui, il considère que les criminels sont un petit peu des ratés de l'évolution. Ce sont des sortes d'hommes préhistoriques, en quelque sorte, qui vivent parmi nous. Et donc, ils ont une forme de bestialité, de violence, qui est totalement déterminée par leur cerveau, par leur corps. Et donc ils sont repérables. Ils sont repérables. Et donc il a écrit des pages complètement délirantes. Et puis alors,
évidemment, quand la théorie ne marche pas, Bah ouais, c'est ça. c'est-à-dire qu'il y a un criminel qui a une bonne tête, une allure sympathique, etc. Il explique que oui, mais là c'est différent, c'est le criminel intelligent, il a d'autres tares. Et bon. En fait, c'est une théorie qui ne tient pas, mais qui va beaucoup occuper les congrès, les savants de l'époque, jusqu'à ce que l'école française, un médecin comme Lacassagne, et puis quelqu'un comme Bertillon, eh bien, vont travailler autrement et vont non pas chercher à trouver une bosse du crime ou une gueule d'assassin type, un criminel né, mais vont mettre en évidence plutôt l'influence du milieu. Mais c'est vrai que quand on voit ces photos, si on les analyse avec un peu de distance, on voit toutes sortes de choses. On voit pas forcément une gueule d'assassin, mais on voit les origines sociales de quelqu'un, par son costume bien sûr, mais aussi par un certain nombre de marques physiques qui peuvent avoir été créées par le froid, la faim, certains types de travaux, etc. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces photos qui ont l'air tellement patibulaires, au fond, elles sont prises après une arrestation, après un interrogatoire qui, au XIXe siècle, était quand même du genre musclé. Toi, moi, soumis c'est ça. De toute au façon, même la tête, traitement, on aurait vraiment une tête d'assassin aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. En parlant un peu de gueule d'assassin, je trouve intéressant de parler de l'affaire Samson. Samson, le crime qui ressemble à la pauvreté. Un visage abîmé par la faim, la rue, l'alcool. Rien du grand criminel. Juste un homme broyé par la misère. Et pourtant, son portrait glace encore aujourd'hui parce qu'il montre la réalité nue des bas-fonds. Paris, fin du 19e siècle, un crime de pauvres dans un monde de pauvres. L'affaire Samson, c'est une affaire à la base assez sordide, mais il y a cette photo assez extraordinaire où on a Samson et son complice Geoffroy qui se tiennent tous les deux debout, entourés des policiers qui les ont arrêtés. Vu les temps de pause de l'époque, ça veut dire qu'ils ont pris le temps de se mettre face à l'objectif, et Samson pose très fièrement, alors qu'il encourt la peine de mort, et il le sait. Mais il a un air un petit peu de défi. Son complice, qui est un peu plus âgé, est plus sur la réserve et commence à comprendre que les choses vont mal se passer. Mais il y a cette photo qui n'est pas du tout une photo scientifique, pour le coup, qui est vraiment une photo artistique, rarissime, de deux malfrats, on peut même dire deux assassins, et des forces de l'ordre qui posent ensemble. Alors l'affaire se passe dans un faubourg de Saint-Nazaire, c'est ce qu'on a appelé le crime de l'Immaculée. Ils s'en sont pris à un cultivateur qui habitait ce faubourg. Ils ont crié au feu, lui faisant croire qu'une dépendance de sa maison était en feu. Donc le bonhomme est sorti, c'était un vieux. Ils lui sont tombés dessus, tous les deux. Ils l'ont cogné sévèrement, sont entrés à son domicile. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout le feu en fait, ils l'ont juste appelé. C'était pour qu'il ouvre sa porte. Vous savez, à l'époque, les gens se barricadaient la nuit. Il n'y avait pas beaucoup d'éclairage public, on savait que c'était dangereux, donc on ne sortait pas comme ça inconsidérément la nuit dans les faubourgs des grandes villes. Mais il entend crier au feu, il voit deux jeunes gens qui lui signalent qu'il y a le feu là où il a son fourrage, son matériel. Évidemment, pour un cultivateur, c'est grave. Donc il sort de toute bonne foi. Et c'était un piège, c'était une ruse. Il a ouvert sa porte, on le cogne, on le rentre à l'intérieur, on continue de le cogner, tout simplement pour qu'il révèle où sont ses économies. On est en 1899. À l'époque, les paysans français rechignent encore à mettre leurs économies à la banque. La banque, on ne sait pas trop si elle ne fera pas faillite demain. C'est mieux d'avoir une boîte en fer blanc avec des sous dedans, etc. Et donc, il va finir par avouer où il a mis son porte-monnaie. Il y a un porte-monnaie avec 24 francs. Bon, même si le franc est convertible en or à l'époque, c'est quand même pas une fortune, mais eux, ça leur suffit. Ça correspond à combien aujourd'hui à peu près? Dans les 300 € aujourd'hui. C'est pas fou, non, quoi. C'est pas fou. Et surtout, il apparaîtra après, au moment de l'enquête, qu'il avait aussi 1400 francs d'économie dans sa table de nuit. Et que ces deux voyous de très bas étage n'ont même pas vu, en fait. Et ils le massacrent, ils finissent par le tuer. Ils le mettent sur son lit, et pour faire disparaître les preuves, ils mettent le feu au lit, à la paille du matelas. Ce qui, du coup, est idiot, parce que là, il y a vraiment un incendie allumé par eux, et donc va révéler le crime et va déclencher une enquête. En plus, ces deux voyous sont connus dans le voisinage, en fait, donc assez vite, l'enquête va remonter jusqu'à eux. Ils sont donc arrêtés et ils vont être photographiés donc et ensuite guillotinés. Et là, eux, ils vont entrer dans l'histoire de la guillotine parce que après le photographe qui leur tire le portrait, ils ont affaire à un autre photographe. Photographe, c'est le surnom qu'on donnait à l'assistant de l'exécuteur qui tenait la tête des condamnés une fois qu'ils étaient couchés sur la bascule avant que le couperet tombe, pour éviter qu'ils se rétractent. Donc c'était un métier pas très sympathique, assez dangereux. Il fallait les tenir par les oreilles ou par les cheveux pendant les quelques secondes où le tranchoir, comme il disait, le couperet, coupait
le corps en deux. Donc, et comme ils sont deux, ils sont guillotinés successivement, l'un après l'autre. Et normalement, on enlève évidemment la première tête avant de procéder à l'exécution. Là, il est tôt le matin, les aides-bourreaux sont distraits. Et donc, notre ami Samson, lorsqu'il bascule, il pousse un cri d'horreur parce qu'il voit au fond du panier la tête tranchée de son complice. Et ça va rebondir au cimetière, puisque la mère de Samson veut récupérer le corps et donc la tête de son fils pour l'enterrer. Et le bourreau prend une des deux têtes dans le panier en disant « c'est celle-là ?» Et la femme, évidemment, s'évanouit. Ça va valoir au bourreau un blâme de son administration, parce que, évidemment, c'est quand même pas des manières de procéder. Bien sûr. C'est fou. Ça t'est déjà arrivé peut-être de rencontrer dans tes recherches, je sais pas, un portrait d'anticriminel? Il me semble que dans le livre, par exemple, tu parles de l'affaire Prévost. Est-ce que c'est le cas, par exemple, là, où on voit un portrait et on se dit, mais en fait, non, lui, c'est pas possible, quoi. Ça pourrait pas être un criminel, quoi. Enfin... Prévost, le visage ordinaire qui choque. 27 février 1876, Paris, 18e arrondissement. Dimanche gras, 14h, Victor Prévost étrangle la fille blonde de ses mains. Il la découpe comme un boucher. Les morceaux dans les égouts, la tête aux fortifications. Mais voilà le plus glaçant. Prévost n'est pas un criminel ordinaire. C'est un ancien cuirassier, décoré, médaillé. Et surtout, c'est un gardien de la paix. Un policier qui tue dans le quartier qu'il protège. Un scandale national. À la base, Victor Prévost est au-dessus de tout soupçon. Là, on est au 19e siècle. C'est un homme de très forte carrure, avec une belle paire de moustaches, qui avait beaucoup de succès auprès des femmes. Dans son quartier, on le surnommait le bel homme. Et non seulement il est beau mec, mais en plus, il a fait quasiment... Alors, dans sa jeunesse, il a été aide-boucher. D'ailleurs, c'est un gros mangeur de viande. C'est un type qui a une forte carrure et la gloutonnerie qui va avec. C'est plutôt un bon vivant. Et puis, assez vite, il a fait carrière, d'abord dans l'armée. C'était un cuirassier, donc ces cavaliers qui portaient une cuirasse métallique, un casque. Il a même fait partie de ce qu'on appelait les 100 gardes, c'est-à-dire un escadron d'élite qui assurait la sécurité de Napoléon III. Et puis après, quittant l'armée, il est entré dans la police. Et donc, il est gardien de la paix à Paris, là également, il est en uniforme. Donc, c'est un homme qui a l'air tout à fait avenant. Les commerçantes, les petites bodes en sont folles, il est courtisé de tous les côtés. Il a son uniforme, il appartient à la police, donc à la base, pas de souci. Ce qui se passe, c'est que un soir, du côté de la porte de la Chapelle, dans une ruelle qui s'appelait à l'époque la rue du Pré maudit, c'est plus que la rue du Pré aujourd'hui, elle existe toujours, mais on a enlevé l'adjectif maudit. Rue du Pré maudit, on voit un homme qui quelque chose de bizarre. On dirait qu'il balance des paquets dans une bouche d'égout. Et donc il y a une dame, une riveraine qui voit ça, qui est un petit peu étonnée, qui a l'impression de connaître ce bonhomme. Et lorsqu'il s'en va, elle va regarder et épouvantée, elle alerte un voisin parce que ces paquets, en fait, c'est des paquets de viande en quelque sorte. C'est sanglant. Bon. Et je passe les détails, mais on va ouvrir ces paquets, on va demander l'avis d'un médecin, d'un pharmacien. Lui, il se barre quand il voit la femme arriver ou bien Non, mais lui, il a juste déposé les paquets et il est parti. Elle a attendu qu'il soit parti, prudemment, pour venir voir ce qu'il faisait là. Il n'y avait aucune raison qu'il balance des choses dans une bouche d'égout. Il y a déjà des boîtes à ordures, comme on disait à l'époque, pas encore des poubelles. Bon. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ce sont des tronçons de corps humain dont ce monsieur est en train de se débarrasser. Alors, évidemment, on alerte la police. On interroge la dame, et la dame dit « Écoutez, ça va vous paraître étrange, mais ce monsieur qui était en civil, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en uniforme. Vous savez, c'est ce très bel agent qu'on surnomme le bel homme dans le quartier. » Alors là, les policiers sont quand même étonnés, c'est quand même pas un collègue qui a fait ça. Mais bon, par acquis de conscience, puisqu'il est désigné par cette dame, on va l'interroger. Et là, il fait une grosse bêtise, il dit « Oh, la rue du Pré-maudit, mais je sais même pas où elle est. » Et là, son chef tique, parce que la rue du Pré-maudit, elle est dans le quartier où il doit faire ses rondes. Donc, il ne peut pas ignorer cette rue. Et on sait même que, quelques mois auparavant, il y a arrêté un petit malfrat. Bon. Donc, il ment. Pourquoi ment-il ? Et donc, petit à petit, on enquête et on se rend compte, on est en 1879, que ce gardien de la paix, Victor Prévost, a reçu chez lui un courtier en bijouterie, une sorte de représentant en fait, qui voulait lui vendre des montres, des bijoux en or, etc. Donc c'est une sorte de commerçant ambulant qui est venu avec une caisse remplie d'échantillons, donc des petits bijoux en or, des chaînes de montres, des montres, etc. Et en fait, Victor Prévost, qui inspectait aussi le quartier des rails de la gare du Nord, il avait pris une boule de tendeuse, donc un outil qu'utilisent les cheminots, qui est une énorme boule de fonte avec un manche. Il utilise ça
pour, j'allais dire assommer, mais en fait pour massacrer ce bijoutier Lenoble. Puis, à l'aide d'un grand couteau de cuisine, il le dépèce. Et ce sont donc les morceaux de ce bijoutier dépouillé dont il essaye de se débarrasser après avoir vidé le sang dans la baignoire. Enfin, vraiment, un crime atroce. Alors là, évidemment, un gardien de la paix qui fait ça, vous imaginez le scandale. Et du coup, ceux qui ont de la mémoire se disent « mais c'est curieux parce que 3 ans plus tôt, il avait une bonne amie, quasiment une fiancée, qui a mystérieusement disparu, alors qu'elle venait de faire un héritage. » Et on enquête de nouveau et on se rend compte qu'il a fait la même chose 3 ans plus tôt avec sa propre petite amie, qui a été donc également tuée, dépecée, dépouillée, etc. Les 2 fois pour récupérer une fortune, en fait, une fois l'héritage. En fait, c'est même pas une fortune, parce que ce soit sa fiancée ou que ce soit le bijoutier Lenoble, c'est un peu d'argent, mais c'est pas grand-chose. Mais en fait, il est apparu qu'il avait une sorte d'attrait maladif pour l'or, le métal. Ni l'argent ni les pierres précieuses ne l'intéressent, mais les bijoux, les montres, les chaînes dorées, ça, c'est quelqu'un qui était pas très, comment dirais-je, pas très rationnel, Prévost. Tu m'étonnes. Et donc, il est arrêté, il est assez vite condamné à mort. Il va être guillotiné à Paris, et sa dernière parole au pied de la guillotine aurait été « Je demande pardon à l'administration ». Ça t'est déjà arrivé, peut-être dans tes recherches, de tomber sur des enfants criminels qui auraient fait des choses comme ça, ou sur des photos d'enfants? À un moment donné, par exemple, tu parles de la bande de Neuilly dans le livre. Est-ce que ça, par exemple, c'est le cas ou... La bande de Neuilly, les voyous de quartier avant l'heure. Année 1900, banlieue de Paris. Voici les premières photos de bande. Des gamins insolents, provocateurs, qui défient l'ordre public. On ne voit pas des braqueurs professionnels, non. Juste des jeunes qui jouent avec la loi. Premier cliché de délinquance juvénile. Première panique morale. Alors, il y a des photos d'enfants, il y en a, y compris des photos anthropométriques. C'est assez rare parce que, comme la croissance n'est pas finie, l'intérêt en termes d'anthropométrie n'est pas évident. Ouais. Mais lorsque des enfants sont pris en flagrant délit, et surtout pour des crimes, effectivement, dès le 19e siècle, il y a des prises de vue et on trouve quelques photos comme ça. Ce qui est assez dur, je trouve, c'est quand on a la même photo de l'enfant et de l'adulte. Ouais. Quelqu'un qui n'est jamais sorti de la délinquance. Et ce qui change, c'est le regard. On reconnaît le visage, même s'il s'est empâté, mais surtout le visage s'est durci. On a un regard, comment dirais-je, au départ, un petit peu curieux, un petit peu surpris du gamin des rues. Et puis, 10 ans, 15 ans après, on a le regard un peu lourd du criminel endurci à qui ça ne fait plus rien de passer pour la xème fois à l'anthropométrie, à l'identité judiciaire. On a ça. La bande de Neuilly, par contre, ce ne sont pas des gamins. Ah oui. Ce sont des adultes. Et c'est même une bande assez curieuse parce que c'est une bande qui ne comprend pas que des voyous, mais aussi des gens qui, a priori, ont une apparence bourgeoise ou petite bourgeoise. Et en particulier, il y a même un entrepreneur de pompes funèbres qui, du coup, a réussi sans doute à grossir un petit peu son chiffre d'affaires, puisqu'en fait, il désignait aux voyous les gens un peu fortunés qui vivaient seuls. Et c'est ainsi qu'un usurier qui s'appelait Olivier, on est en 1892, reçoit la visite de malfrats chez lui la nuit, qui vont littéralement le saucissonner, le torturer à mort pour qu'il révèle où sont ses économies. Et donc la bande sera ensuite identifiée, démantelée, tout ce monde-là finira au bagne, mais ce qui est vraiment frappant, c'est que certains des membres de cette bande sont totalement insoupçonnables, au faciès. Ouais. Ils étaient nombreux dans cette bande? Il y a une dizaine de personnes au total. Non, c'est une vraie bande. C'est une vraie bande. Il y a un chef qui est Paul André, avec son frère, qui dirige la bande. Il y a cet entrepreneur de pompes funèbres qui a l'air tout à fait placide, du commerçant installé. Et puis il y a 2 vrais malfrats qui, eux, vont être les auteurs des tortures et du meurtre particulièrement atroce de cet usurier. Mais bon, ils ne sont pas très prudents, donc la bande va tomber assez vite et puis tout le monde dénonce tout le monde. C'est pas une bande qui va sévir très longtemps. Quand tu dis assez vite, c'est à peu près au bout de quelques mois? Oui, non, c'est ça. Quelques mois. C'est ça. Mais bon, on est à une époque où Neuilly n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui, à la fin du 19e siècle. C'est beaucoup moins peuplé. Et puis il y a des habitations encore éparses. Donc voilà, pour s'introduire chez les gens, pour les torturer
interroger jusqu'à ce qu'ils révèlent la cachette de leur louis d'or, c'est idéal. Surtout si on a un bon informateur sur place. C'est marrant, à cette époque-là, du coup, c'était principalement ça, les crimes, c'était principalement les gens qui rentrent chez quelqu'un pour leur demander où est la cachette d'argent, un peu comme aujourd'hui quand quelqu'un braque une banque ou je sais pas. Les saucissonneurs d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Ils reproduisent effectivement une forme de criminalité, alors qu'ils visaient soit, je dirais, les gens un petit peu bourgeois qui avaient des maisons isolées ou entourées d'un grand jardin, parce qu'évidemment, faut pas qu'il y ait des voisins immédiats qui donnent l'alerte, soit aussi dans les campagnes, les fermes un petit peu cossues, parce qu'on savait que les paysans ne confiaient pas leur argent aux banques. Ouais, c'est ça. Donc il y avait cette forme de délinquance, c'était pas la seule, hein. Et si on remonte un petit peu dans le temps, il y avait ce qu'on appelait les chauffeurs. Les chauffeurs, c'est des gens qui s'introduisaient chez toi et qui allumaient un feu de cheminée et qui te mettaient les pieds dans le feu. C'est extrêmement douloureux, la plante des pieds. Et donc, on brûlait la plante des pieds des gens jusqu'à ce qu'ils révèlent l'emplacement des bijoux, de l'argent, etc. Et lorsque les chauffeurs avaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire les bijoux, l'argent, est-ce qu'ils partaient? Non, ils faisaient la fête. Et ils buvaient tout ce qu'il y avait à boire, ils mangeaient tout ce qu'il y avait à manger, ils saccageaient tout et ils partaient. Et donc, les gens n'avaient plus rien, ils avaient les pieds brûlés, la maison saccagée et toutes leurs économies parties. C'était de véritables bandes qui sillonnaient le pays comme ça. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus trop. Il n'y a plus de chauffeurs comme ça ou d'équivalent. Des chauffeurs, non, mais des saucissonneurs, Ouais. on en a vu récemment. Ah Par ouais exemple, chez Bernard Tapie, oui, ou dans certains appartements parisiens. Les gens qui arrivent. Alors là, ils savent bien que les gens ont leur argent dans les banques aujourd'hui, mais ils vont vous saucissonner, ils vont torturer pour avoir, par exemple, le numéro de code de la carte bleue. Ok, ouais. Et donc, ils partent ensuite avec les cartes bleues retirer de l'argent ou bien comment ils... Alors, en général, ils sont plusieurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur donne un numéro, il y en a un qui va au distributeur pour retirer de l'argent, mais les autres restent là pour être sûr que ce soit bien le bon code. Ouais, et si on a donné un mauvais code, évidemment, ça risque de mal se passer. Ok, ouais. Et après, en général, il la laisse son vie ou ils repartent En général, la personne est en vie, mais sérieusement choquée. Sérieusement choquée. Bien sûr. Il y a une enquête que je trouvais hyper intéressante aussi qui figure notamment un peu dans le livre. C'est notamment le cas de Kilgore. États-Unis, début du XXe siècle. Voici Kilgore, une affaire violente, moderne, une justice qui photographie différemment, qui communique différemment. Un portrait qui dit tout sur la différence entre police française et police américaine. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? Alors là, on est aux États-Unis, et ce qui est intéressant... Ça, c'est plus tard, je crois aussi. C'est beaucoup plus tard. Là, on est au XXe siècle, ça démarre au milieu des années 1970, et ça va jusqu'à nos jours, en quelque sorte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beau être au XXe siècle, lorsqu'on recherche ce Kilgore, la police américaine et le FBI n'ont pas de photo anthropométrique. Parce qu'à la base, c'est un étudiant, plutôt un intellectuel, qui n'a pas eu de démêlés judiciaires. Simplement, il s'est engagé dans un groupe qu'on peut qualifier de terroriste, qui est même le premier groupe terroriste d'extrême gauche aux États-Unis, la fameuse Armée de libération symbionnaise. C'est un petit groupe ultra gauchiste qui recourt à la violence au milieu des années 70. Ils vont tuer, ils vont faire des casses de banque et ils vont enlever la fameuse Patty Hearst, qui est l'héritière d'un véritable empire de la presse et de l'édition. Et non seulement ils vont l'enlever et la séquestrer, pas pour demander une rançon pour eux, mais pour obliger la famille Hearst, qui était très riche, à distribuer des vivres aux nécessiteux à travers la Californie. Et Patty Hearst, qui va être séquestrée, endoctrinée aussi par ce groupe d'ultra-gauche, va finir par adhérer à ce groupe et par braquer des banques avec eux. Et donc, évidemment, ça va vraiment sidérer l'Amérique. La jeune femme, la riche héritière recherchée, qu'on voit tout à coup dans les images de vidéosurveillance d'une banque, qu'elle braque avec ses kidnappeurs, en quelque sorte. Donc ça, c'est une affaire qui va vraiment... comment dirais-je, beaucoup occupé l'Amérique dans les années 73, 74, 75. En Europe aussi, il va y avoir tout un débat sur le fameux syndrome de Stockholm. Comment la personne victime d'un groupe va finir par être membre du groupe, par épouser la cause, en quelque sorte, au nom de laquelle on l'a enlevé et quand même... Et on a rançonné ses parents. Enfin bon, c'est quand même une histoire assez incroyable. Et donc, Kilgore va faire partie de cette mouvance-là, l'armée de libération symbionnaise. Donc, il est poursuivi par le FBI, d'abord à travers les États-Unis, mais on ne le trouve pas. On trouve les autres personnes du groupe ou bien? Beaucoup vont être tués, en fait. Il va y avoir un assaut assez violent et la plupart des membres du groupe vont être tués.
D'autres vont essayer de se cacher Kilgore fait partie de ceux qui vont passer entre les mailles du filet. C'est-à-dire que pendant des décennies, il va y avoir un avis de recherche du FBI avec des photos de lui, mais des photos qu'on a glanées de perquisition en perquisition dans sa famille, chez lui. Donc des photos d'étudiants, des photos avec un bonnet de laine, des photos de la vie quotidienne en quelque sorte, et on ne le trouve pas. Et en fait, Kilgore a réussi à quitter le territoire des États-Unis. De là, il est parti en Afrique. Il a eu une deuxième vie comme, on va dire, éducateur au Zimbabwe d'abord et en Afrique du Sud. Okay, ouais. Et c'est 25 ans plus tard qu'il est arrêté au Cap, en Afrique du Sud. Il a été reconnu, il est extradé, il va être jugé aux États-Unis, mais bon, beaucoup de temps s'est écoulé entre-temps. Il fait un peu de prison, mais finalement assez peu, et il vit toujours aujourd'hui, et il est devenu universitaire. Il a publié 3 romans, il a publié un livre sur l'incarcération, il est resté très très à gauche, mais il a abandonné le recours à la violence. Ouais. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est cet avis de recherche qui est complètement différent des avis de recherche habituels du FBI, où on a des photos anthropométriques de type mugshot, de criminels. Là, on a un intello à lunettes pris à différents moments de sa vie et qui a réussi comme ça une cavale d'une 20aine d'années. Et aujourd'hui, il vit, tout va bien. C'est un vieux monsieur aujourd'hui, il est un petit peu assagi. Et puis alors son ex-fiancée au sein de l'armée de libération symbionnaise, qui elle aussi a eu une cavale très très longue, s'est fait connaître récemment en publiant un livre de recettes de cuisine. Donc c'est des vieux gauchistes qui se sont assagis et qui ont une vie un petit peu différente. Plus tard, tu parles aussi de l'affaire Philippe Honnet. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette affaire-là ? Alors, l'affaire Philippe Honnet, elle est intéressante parce que c'est là que les photos mentent. C'est-à-dire que Philippe Honnet, sur sa photo, a une tête abominable, vraiment une gueule d'assassin, et sa victime a une tête de brave type, placide. Et sa victime n'est pas n'importe qui. En fait, c'est le patron de l'identité judiciaire, donc ce service de la préfecture de police qui prend les photos de criminels. Ok. C'est lui la victime, c'est fou. Voilà. Et en fait, comment dirais-je, donc le patron de l'identité judiciaire va au palais de justice, puisque ses bureaux sont sous les combles du palais de justice, à Paris, l'ancien palais de justice, sur l'île de la Cité. Il arrive le matin pour travailler. Il y a quelqu'un qui est caché derrière une des colonnes, qui sort, c'est Philippe Honnet, qui dégaine et qui l'abat, purement et simplement. Donc il faut imaginer un crime au palais de justice, dans les locaux même du palais de justice, sur la personne d'un chef de service de la préfecture de police. Donc, sensation. Et la photo de Philippe Honnet est atroce, donc va être reproduite dans les journaux. On va dire, mais c'est un psychopathe, un fou qui a assassiné le monsieur Bell, chef de l'identité judiciaire. Donc, Philippe Honnet, là, il n'y a aucun doute sur sa culpabilité. En plus, au palais de justice, évidemment, il est immédiatement arrêté. Oui. Bon. Et il va être condamné aux travaux forcés à perpétuité. Donc, il part au bail. Simplement, au moment du procès, là, il y a des journalistes qui enquêtent un petit peu et qui se rendent compte de 2 choses. C'est que Philippe Honnet, certes, il a une gueule terrible, mais c'est après le crime, l'arrestation, l'interrogatoire. Et si on va dans son quartier, si on interroge des gens qu'il connaît, on se rend compte que c'est un monsieur tout à fait honorable, qui est estimé de tous, c'est un ancien combattant, il a été décoré. Là, on l'a déjà retrouvé, Philippe Honnet, à ce moment-là ou mais il est arrêté sur le champ. Il a tué dans l'enceinte même du palais de justice, donc il y a des magistrats, des policiers, il est dans la gueule du loup. D'accord. De l'instant où il tue, il est arrêté. Okay. Non, après, il est mis en préventive, le temps qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé et quels sont ses mobiles. Et lorsqu'il passe en jugement, les journalistes qui ont fait aussi leur enquête, y compris dans son quartier, se rendent compte qu'en fait, c'est un petit bourgeois tout à fait estimé, ancien combattant, décoré, qui a simplement, il a un problème de, de recouvrement de loyer, et il a été victime de Bell, c'est-à-dire que Bell, en plus de ses fonctions à la préfecture de police, avait en toute illégalité. Donc c'est la victime, hein, ça. La victime, le patron de l'identité judiciaire, pour arrondir ses fins de mois, avait créé une entreprise qui faisait des expertises, ce qu'il n'avait absolument pas le droit de faire, évidemment, en tant que fonctionnaire. Et il monnayait ces expertises. Et dans le litige qui opposait Philippe Honnet aux propriétaires des locaux, eh bien, il a fait une expertise complètement bâclée qui, du coup, a fait perdre à Bell son procès, et a fait perdre à Philippe Honnet son procès et l'a ruiné. Et donc, en fait, c'est un homme complètement aux abois, ruiné par un expert malhonnête qui vient se venger. Alors, je ne dis pas que c'est bien de se venger en tuant les gens, c'est pas ça. Mais à la base, il y a quand même des circonstances atténuantes. Philippe Honnet n'est pas un criminel d'habitude, c'est quelqu'un qui a pété les plombs. Et la victime, sous ses dehors placides et bien propres sur lui, était quelqu'un d'en fait assez corrompu et assez vil.
Et malgré cela, eh bien, le procès de Philippe Honnet sera jamais révisé et Philippe Honnet va partir au bagne et il va mourir au bagne. C'est fou finalement, comme quoi on sait jamais en fait vraiment c'est quoi les motifs des gens ou qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce genre d'acte quoi finalement quoi. C'est ça qui est intéressant dans ces affaires, c'est que parfois il y a plusieurs interprétations possibles. Et c'est vrai que si on en reste à l'aspect physique du bonhomme, à l'expression sur la photo, c'est très pauvre en réalité. Ouais. La photo elle est intéressante, soit pour identifier quelqu'un qu'on recherche, soit pour situer quelqu'un socialement. Mais jamais la forme du visage ou l'expression du visage n'indique que la personne est un assassin ou est dangereuse. C'est tout à fait autre chose. Nous sommes tous potentiellement dangereux. Chacun de nous peut à un moment se laisser aller à un acte de violence, voire d'extrême violence. Si on a peur, si on est en colère, ça nous menace. Donc, quelle que soit la forme du visage, la couleur des yeux, la forme du crâne, la photo, elle est utile quand on piste quelqu'un, oui, mais on ne peut pas anticiper. Il n'y a pas plus de chromosomes du crime que de boss du crime, que de gueule d'assassin. Ouais. Il y a déjà une photo, toi, qui t'a marqué, je sais pas, même quand tu préparais le livre ou quoi, où tu t'es dit, putain, je sais pas, sa tête me choque ou m'effraie ou... Alors, il y a des photos que je trouve touchantes en fait. Ouais. Par exemple, il y a une photo qui est extraordinaire, on dirait pour le coup une photo de vedette du cinéma d'avant-guerre. C'est la photo de Jeanne Weiler. Ok. Jeanne Weiler, c'est une Parisienne qui habite les quartiers chics, hein, la rue Chalgrin à côté de l'avenue Foch. C'est une fille d'industriel, elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle vit des intérêts, quoi. Elle vit de la fortune familiale. Et comme on est dans les années 20, en plus elle se fait plaisir. C'est une habituée de la nuit parisienne. Donc on la voit dans les boîtes à la mode, dans les bars, dans les grands restaurants. Elle en est à son 3e mari à la fin de l'année 1928. Elle est bien habillée, col de fourrure, chapeau cloche, coiffure impeccable. Et c'est comme cela qu'elle va être photographiée par la police à la fin de l'année 1928. Pourquoi ? Parce que dans leur immeuble ultra chic de la rue Chalgrin, on entend 3 coups de feu en pleine nuit. Et en fait, elle a abattu son mari. Alors la police intervient, l'arrête, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et elle est habillée comme ça quand elle est là-bas ou... Oui, parce qu'en fait, il rentre de soirée. Okay. L'histoire est la suivante, c'est que tous les deux écumaient hein, les soirées, les bals, les grands cafés. On est dans les années folles, donc c'est vraiment le moment où Paris attire le monde entier par ses revues, ses spectacles, le champagne coule à flot. C'est vraiment les années folles. Et eux en profitent. Et en particulier, ils sont allés au fameux bal nègre de la rue Blomet, hein, là où on peut entendre du jazz, on peut voir des danseurs soit américains, soit antillais, africains, etc. Et le mari fait un pari avec un de leurs amis, il va aller draguer la chanteuse noire, délaissant ainsi sa femme. Ouais. Alors là, elle trouve que c'est un peu beaucoup quand même. En plus, la chanteuse, voit un monsieur bien sous tout rapport, assez fortuné, qui s'intéresse à elle, donc elle se joint au groupe. Ils vont faire encore quelques bars du côté de Montparnasse. Bon, là, la femme est excédée et quand il rentre, il y a une engueulade de couple, on peut comprendre, mais qui va très mal se terminer. Alors, dans la presse, les premiers commentaires seront terribles, en particulier l'Humanité, à une époque où les communistes sont très très révolutionnaires, qui dira c'est un drame de la corruption bourgeoise, c'est une femme dépravée, etc. etc. Ouais. Bon. Et puis il apparaît que le mari lui-même n'était pas blanc-bleu, c'est-à-dire que lui aussi en était à sa 3e épouse. Les 2 précédentes épouses qui ont divorcé témoignent que c'était un grand pervers, qui les poussait à se prostituer, qui était un peu voyeur, enfin, qui avait des jeux érotiques un petit peu compliqués. Par ailleurs, Jeanne Weiler avait 2 enfants d'un précédent mariage, et dans le conflit avec son mari, le mari, qui a été pris visiblement d'une espèce de crise de folie, menaçait de s'en prendre à ses enfants, qui dormaient dans l'appartement de la rue Chalgrin. Et donc elle dira qu'elle a tiré aussi pour protéger ses enfants contre une crise de furie de l'époux. En tout cas, l'époux est vraiment abattu, c'est-à-dire que d'abord, elle lui tire 2 balles qui le blessent, mais sans le tuer. Il est par terre, elle s'approche et elle tire une 3e balle dans l'oreille, donc là, c'est vraiment une exécution. Ouais. Mais il y a ces circonstances
peut-être pas atténuante, mais en tout cas à prendre en compte tout de même de la démence ou semi-démence érotique de ce mari. On va avoir toutes sortes d'anecdotes un petit peu scabreuses le concernant. Et puis surtout, Jeanne Weiler, elle est défendue par un grand avocat, maître de Moreau de Jaffer, qui a été l'avocat de Landru. C'est vraiment l'un des ténors du barreau de l'entre-deux-guerres. Et donc elle est en prison, mais c'est une peine relativement, légère par rapport à ce qu'elle a fait. On va considérer qu'elle n'est pas si coupable que ça. Et ça, c'est une affaire qui va marquer un petit peu la fin des années folles. On sent que la fête est finie, que voilà, les couples multiples, les jeux entre blanc et noir, les fêtes jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Là, elle est jugée à la fin de l'année 1929. On bascule dans autre chose. C'est ça qui est intéressant aussi avec tous ces faits divers pour l'historien, c'est que souvent à travers le fait divers, et quand un fait divers a du succès dans la presse, c'est qu'il exprime aussi l'esprit d'une époque. Et là, on a vraiment la bascule entre les années folles et ce que vont être bientôt les années noires. Ouais. C'était normal à l'époque d'ailleurs d'avoir un flingue sur soi comme ça, ou chez soi. Normalement, il y a un permis de port d'armes. Ouais. Je ne crois pas que cette arme ait été détenue illégalement. Okay, Elle ne se promenait pas avec une arme, mais comme ils étaient à leur domicile, il y avait un tiroir avec une arme. Je crois d'ailleurs me souvenir que l'arme appartenait au mari, et pas à elle, qui était un ancien militaire. Lui disait en fait que pendant la guerre, il avait été blessé et trépané. Il est apparu ensuite qu'il avait sans doute inventé ça, mais ça pouvait excuser les espèces de crises de folie ou les fantaisies, les bizarreries qu'il avait, les espèces d'accès un petit peu d'excitation et de démence qu'il pouvait avoir. Donc des gens détenaient des armes chez eux, on n'est pas censé s'en servir pour régler les querelles de couple. C'est clair. Il y a une affaire que je trouvais hyper intéressante en faisant un petit peu mes recherches sur cette époque, mais c'est notamment la bande à Bonneau. Je sais pas si ça te dit quelque chose, toi. La bande à Bonneau. 21 décembre 1911. Paris, rue Ordonnay. 10h du matin. Une automobile surgit. 4 hommes armés de Browning tirent sur le garçon de recette. C'est le premier braquage motorisé de l'histoire de France. Jules Bonneau, Octave Garnier, Raymond Calmin, René Vallet, des anarchistes qui utilisent des voitures quand la police n'a encore que des vélos. Entre décembre 1911 et mai 1912, ils sèment la terreur. 25 mars 1912, braquage de Chantilly, 2 morts, 47 750 francs volés. 28 avril 1912, Bonneau est cerné à Choisy-le-Roi. 40 000 spectateurs assistent au siège. 4 heures de fusillade, la maison complètement dynamitée. Bonneau meurt criblé de balles. La bande à Bonneau, ça fait partie des grands classiques, et en particulier Bonneau qui était chauffeur automobile. À une époque où c'était un métier peu répandu, est le premier à avoir eu l'idée d'utiliser une automobile pour voler. Okay. Et c'est lui qui va inventer le hold-up. Le hold-up n'est pas inventé aux États-Unis, il est inventé rue Ordonneur à Paris. Et donc la bande à Bonneau, entre 1911 et 1912, va sidérer le pays parce que, au départ, on les appelle les bandits en automobile. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ne possèdent pas d'automobile, c'est très cher une automobile à l'époque, c'est plutôt des voitures de maître, mais en fait, ils les volent et ils les utilisent, soit pour dépouiller un garçon de recette, c'est-à-dire un employé qui avait une sacoche pleine d'argent, soit pour carrément attaquer des banques, comme la Société Générale de Chantilly, et ils partent avec le butin. Ça veut dire qu'à l'époque, finalement, si on n'avait pas d'automobile, ils faisaient quoi? Ils partaient en vélo, les gens? Ils partaient en courant? Comment ça se passait quand il y avait des vols, finalement Oui, les gens partaient en courant et se faisaient souvent prendre. Ouais. Donc l'idée est d'autant plus géniale d'utiliser une automobile qu'à l'époque, la police n'a quasiment pas d'automobile. Ouais. Et donc il y a même un dessin de presse assez célèbre où on voit la bande à Bonneau qui part en voiture, et à l'arrière de la voiture, dans le reflet de la carrosserie, on voit un flic à vélo qui essaye de les rattraper. Bon, effectivement, dans un premier temps, la police est complètement démunie. C'est pourquoi il y aura les brigades spéciales, ce qu'on appelle les brigades du Tigre, qui vont être équipées d'automobiles. Mais ça, c'est un effet, en quelque sorte, de la bande à Bonneau. Au moment de la bande à Bonneau, les malfrats ont un avantage technique sur la police. Ils ont trouvé le moyen de s'échapper rapidement. Et en plus, comme c'est des voitures volées, ça ne permet pas de les retrouver. Même si on note l'immatriculation, qui est déjà obligatoire, ça ne donne que l'immatriculation d'un véhicule volé. Ce qu'il faut voir aussi avec la bande à Bonneau, c'est qu'au-delà du côté crapuleux, les cambriolages, enfin les braquages plutôt, il y a une dimension aussi idéologique. C'est-à-dire qu'ils se revendiquent de l'anarchie. Ce sont des anarchistes illégalistes. C'est-à-dire non seulement des gens qui rejettent
je dirais la loi sociale, la représentation, les élections, qui considèrent que chacun doit vivre sa vie, doit aller au bout de sa liberté, mais ils considèrent du coup que la propriété c'est le vol et qu'eux ont le droit de voler, qu'on a le droit de sortir de la légalité pour vivre libre en quelque sorte. Et donc il va y avoir un curieux mélange de, comment dirais-je, à la fois de militantisme d'extrême gauche et de délinquance pure et simple, hein, avec des coups de feu. Et ils vont avoir l'idée aussi, quand ils partent en voiture, de tirer en l'air. Donc, à la base, on pourrait dire que ça sert à rien, mais en fait, ça affole la population. Et donc, du coup, les premiers témoignages vont être très difficiles à recueillir pour la police, parce que les gens qui assistent à la scène, évidemment, s'enfuient, sont bouleversés, sont déstabilisés par ces coups de feu qui ne les visent pas, mais qui créent une ambiance telle que les témoignages, au début, sont très, très peu sûrs. Alors, en revanche, la riposte de la police, sous l'autorité du préfet Lépine, va être terrible, puisque beaucoup des membres de la bande à Bonneau vont être littéralement abattus. Et les derniers survivants, eux, qui seront arrêtés, vont être guillotinés. Donc la bande va être quand même assez rapidement démantelée, mais pendant 2 années quand même, elle va faire les gros titres des journaux de l'époque. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est eux qui ont inventé le hold-up. Et c'est quoi comme genre de braquage? Ils braquent des gens, des banques? C'est quoi un peu ce qu'ils font? Ce sont des banques. Alors le rueur d'honneur, donc c'est un garçon de recette, c'est-à-dire un employé qui a une sorte d'uniforme et qui transporte des fonds. Mais il les transporte dans une sacoche qui est reliée à sa veste par une chaînette. C'est pas un fourgon blindé, hein. C'est un individu qui marche à pied avec. Et généralement, ces individus, dans la mesure où ils portaient un uniforme, où il y avait cette chaînette, ils étaient respectés. C'était très rare qu'on attaque un garçon de recette. Et là, au moment où il arrive devant l'agence de la Société Générale, qui existe toujours, rue Ordener, eh bien, les bandits arrivent, fondent sur lui, s'emparent de la sacoche, tirent et partent avec le butin. Le garçon de recette étant blessé. Plus tard, il y aura d'authentiques braquages, c'est-à-dire la voiture se gare devant une agence bancaire, comme un Chantilly. Les bandits entrent dans l'agence, braquent les employés, prennent l'argent, les valeurs, tout ce qui est disponible dans l'agence et partent illico avec. Par ailleurs, pour avoir des voitures, il faut les voler, et dans certains cas, elles sont volées alors qu'elles sont garées, mais dans d'autres cas, dans au moins un cas, la voiture est arrêtée alors qu'elle roule. C'est-à-dire qu'ils font une sorte de barrage, le chauffeur s'arrête, le chauffeur est menacé, le passager également, sont mis sur le côté, et les bandits partent avec la voiture qui va leur servir au braquage. Donc ça fait beaucoup de violence au total, violence qu'ils paieront quand même assez cher. Et puis alors, il y a eu un épisode longtemps plus tard qui est assez incroyable. C'est que le docteur Locard, qui est un des pères de la criminalistique en France, et il est français, mais il a une lointaine ascendance écossaise, un jour, dans son laboratoire de Lyon, mais longtemps plus tard, reçoit Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, le romancier, écossais aussi. Et donc, il lui montre ses installations, tout ce qu'il utilise pour étudier scientifiquement le crime, etc. Donc, ça passionne évidemment Conan Doyle. Et puis, Conan Doyle, tout à coup, se fige, voit une fiche anthropométrique avec la photo de Bonneau. Et donc, Locard comprend pas, lui dit, bah oui, Et Conan Doyle lui dit, mais c'était mon chauffeur. Et il apparaît qu'effectivement, Bonneau, dans sa jeunesse, avant donc la bande à Bonneau, a vécu quelque temps en Angleterre et a été chauffeur d'un certain nombre de personnes, dont sans doute le créateur de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. C'est dingue, c'est incroyable. Il y a une dernière affaire que je voulais peut-être traiter avant qu'on arrive à la fin de cet épisode. Celle-ci, je crois qu'elle est même assez grande. On a avant tout d'abord un visage un peu inoffensif, c'est l'affaire de Landru. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec cette affaire? Landru, le monstre au visage banal. 12 avril 1919, Paris, rue de Rivoli. Une femme reconnaît un petit homme chauve, barbu, l'air complètement inoffensif. Henri Désiré Landru. Le jour de ses 50 ans, il est arrêté. Dans son carnet, 283 femmes, des veuves rencontrées par petites annonces. Entre 1915 et 1919, au moins 10 ont disparu après l'avoir suivi à Gambet. Landru achetait toujours 2 billets, un aller-retour pour lui, un aller simple pour elle. Leur corps, jamais retrouvé, brûlé dans sa cuisinière. Condamné à mort le 30 novembre 1921, guillotiné le 25 février 1922, son dernier mot sera « Cela, maître, c'est mon petit bagage ». L'affaire Landru, c'est un feuilleton absolument incroyable, puisqu'au départ,
Henri Désiré Landru, c'est son vrai nom, est un petit escroc. C'est quelqu'un qui aurait voulu être ingénieur, industriel, et puis il vient d'un milieu très modeste, un milieu plutôt ouvrier, il n'a pas fait d'études, donc il va mentir. Il va se faire passer pour un ingénieur, un industriel. C'est un bon mécanicien par contre, et c'est même un inventeur. Il a déposé un brevet que j'ai retrouvé à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. En 1899, il a déposé un brevet pour une sorte de vélo moteur. Il a l'idée de prendre un vélo, d'y ajouter un réservoir avec du carburant, un petit moteur, et donc c'est un peu un pionnier des mobilités douces, Landru. Et donc il brevette ce vélo moteur, il fabrique même un prototype qui existe toujours, et il cherche à le commercialiser. Et comme en 1900, il y a la grande expo universelle, il va chercher des investisseurs, mais là, ça ne marche pas. Et donc, il va utiliser son invention autrement, par des escroqueries. Il va passer des petites annonces pour proposer qu'on s'associe à lui, qu'on l'aide à louer un local, etc. Il y a des gens qui se manifestent, qui lui prêtent de l'argent, qui lui avancent de l'argent, et à chaque fois, il disparaît avec les fonds. Bon, donc c'est une petite escroquerie relativement minable au début. Okay, ouais. Ça, c'est dans les années 1900. Il se rend compte, parce qu'il est plutôt bel homme, avec un beau visage, un peu diabolique, avec un peu roux, avec une petite barbiche, etc., qu'il a un certain succès auprès des dames. Et donc les épargnantes, les veuves qui ont un petit pécule sont d'autant plus réceptives que le courant passe bien. Bon. Et alors il abandonne l'escroquerie industrielle pour passer à l'escroquerie au mariage. Il se fait séducteur, avec plein de petites attentions. Il apporte un bouquet de fleurs, un peu de chocolat, il prend le thé, il discute, il écoute ses femmes. C'est pas du tout quelqu'un qui roule des mécaniques, c'est un séducteur qui a compris qu'il faut laisser parler sa cible. Et donc il écoute ses femmes, il leur dit qu'elles ont raison, il compatit à leurs petits malheurs, bref, il devient l'homme indispensable. Voilà. Et comme ce sont généralement des femmes seules qu'il cible, finalement, lorsqu'il commence à parler mariage, pourquoi pas. Et il leur fait même miroiter une vie nouvelle dans les colonies, en Amérique. Et il a une petite maison de campagne. Alors l'idée, c'est de se retirer un petit peu à la campagne et ensuite d'aller au Havre prendre le bateau. Ouais. Et bizarrement, toutes ces femmes disparaissent. Et ça va se passer en particulier pendant la Première Guerre mondiale, donc entre 1914 et 1918, à un moment où la police ne s'occupe absolument pas de faits divers, parce que la police est entièrement mobilisée par le contre-espionnage en temps de guerre. Bah oui, bien sûr. Et bon, en plus, on est dans un Paris où il y a très peu d'hommes. Les hommes jeunes, en âge de servir, sont au front, sont sous les drapeaux. Ouais. Alors que Landru, qui arrive à la cinquantaine, lui, n'est plus mobilisable. Donc c'est un homme qui porte beau, qui est dans un Paris très féminin, où il va faire des ravages, il va beaucoup séduire. Alors lui, ce qu'il cherche, c'est pas du tout sexuel, parce que Landru, par ailleurs, est marié, il est même père de 4 enfants. Et il veut assurer à cette famille le train de vie qu'il juge celui d'un ingénieur industriel qu'il n'est pas. Et donc, en fait, il va séduire des femmes pour les dépouiller, purement et simplement. Donc il ne passe chez lui que de façon irrégulière, avec de l'argent qu'il donne à sa femme pour nourrir les enfants, pour entretenir la maison, etc. Et c'est l'argent des femmes. Et c'est l'argent des femmes qu'il a séduites et qu'il a fait disparaître. Parfois même, évidemment, puisqu'on part en Amérique. Et donc, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Et donc ces femmes qu'il a séduites, qui arrivent dans sa maison de campagne à Gambais avec leurs bijoux, leur argent, qui lui ont signé une procuration pour vider le compte à la banque, puisqu'on va partir à l'étranger ou dans les colonies. Eh bien, elles disparaissent. En fait, on ne sait pas trop exactement comment il les tuait. On suppose qu'il les étranglait dans leur sommeil. Ensuite, il les découpait. Il brûlait dans sa petite cuisinière sans doute les parties identifiables, les mains, la tête, et puis tout autour de Gambais, il y a des étangs, il y a des forêts, il y a plein d'endroits où on peut disperser les morceaux d'un corps. En tout cas, on n'a quasiment rien retrouvé de ces victimes. Simplement, il y a eu un inspecteur qui s'appelait Belin, qui a mené une enquête assez fine et qui a fini par confondre Landru. C'est quelqu'un qui appartenait aux brigades spéciales, brigade du Tigre, qui est un petit peu étonné parce qu'on lui signale 2 disparitions qui se ressemblent énormément. Et il a l'impression que c'est un même homme
qui sans doute est à l'origine des 2 disparitions. Et sur cette hypothèse-là, il va mener une enquête remarquable. Il va aller voir les familles des disparus, dont la sœur d'une des disparues, et les brigades du Tigre ont le téléphone. Là aussi, c'est une innovation nouvelle pour la police. Et un jour, elle croise ce monsieur barbu, qui était le chéri de sa sœur quand elle a disparu. Elle appelle Belin, qui arrive. Le monsieur a fait un achat, a laissé ses coordonnées. Il a laissé une carte de visite au nom de Frémiet. Et donc, il va arrêter ce Frémiet. Et grâce à, comment dirais-je, aux mesures anthropométriques, on va se rendre compte que ce Frémiet n'est autre que l'escroc Landru, arrêté quelques années plus tôt pour de petites escroqueries. C'est ça, ouais. Et là, en enquêtant de plus en plus à fond, on va se rendre compte que 10 femmes, plus le jeune fils de l'une d'elles, ont disparu totalement. Alors jusqu'à la fin, Landru dira qu'il est innocent, mais il sera condamné à mort et guillotiné. Et on dit qu'avant d'être guillotiné, il aurait lancé au coiffeur, puisque vous savez, on dégageait la nuque des condamnés à mort, il aurait lancé au coiffeur « Faites-moi donc une coupe à la mode, il faut encore que je plaise à ces dames ». Comme il était quasiment chauve, c'est vraiment de l'humour noir, très, très noir. La vache. Et c'est intéressant Landru aussi du point de vue photographique, parce que quand on voit sa photo anthropométrique, on ne comprend pas que cet homme ait été un tel séducteur. Parce que cette photo, elle a été prise presque 1 mois après son arrestation, donc il y a 1 mois de préventive, il y a tous les interrogatoires. Quand on retrouve des photos de Landru avant l'arrestation, là on a un tout autre visage. On a un homme qui est beaucoup plus avenant et qui avait toutes les bonnes manières pour attirer dans ses filets des femmes qui en fait ont été victimes d'un tueur en série, mais pas d'un tueur en série obsédé sexuellement, d'un tueur en série intéressé par l'argent, il brocantait même les meubles. Il venait dans la maison avec une charrette à bras, il prenait le mobilier, les bibelots, puis il allait les vendre. Et on sait finalement à la fin la fortune totale qu'il aurait pris à ces femmes, ou estimée. Alors, est-ce que c'est quelques centaines d'euros, quelques milliers, C'est difficile à estimer parce que, en fait, il revendait ses biens et sa famille vivait dessus. Donc, il faut imaginer que les biens des personnes disparues ont servi à loger, nourrir, habiller une famille de 6 personnes pendant 5 ans. Ok. Attends, c'est quand même pas mal, hein. En vrai, c'est beaucoup. Bruno, pour moi, on arrive un peu à la fin de cet épisode. Je trouvais intéressant, avant qu'on termine l'épisode, qu'on revienne un peu sur ce livre. Il parle de quoi donc concrètement pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi au début de la vidéo? Donc c'est des portraits d'assassins, ça raconte des histoires, c'est quoi un peu le... L'idée c'est de revenir sur la photographie dans l'enquête judiciaire. Comment, dès l'invention de la photographie, au XIXe siècle, des magistrats, des policiers vont s'y intéresser, vont utiliser des photographies pour identifier des victimes, pour retrouver des criminels, pour figer des scènes de crime, et comment finalement va se constituer un stock de milliers et de milliers de photographies qui nous donne aujourd'hui les visages, les regards, les vêtements de tous ces personnages qui ont été arrêtés, qu'ils soient coupables ou innocents d'ailleurs. Il y en a déjà énormément d'ailleurs dans le livre. Il faut savoir que là, pour ceux qui savent pas, on a parlé peut-être de 5, 6, 7 affaires. Honnêtement, il y en avait tellement qu'avant qu'on commence, pendant qu'on préparait l'épisode, moi j'ai dû contacter ma chargée de casting pour savoir un peu quelles affaires est-ce qu'on pouvait traiter, parce qu'il y en a tellement, c'est impressionnant, c'est hyper intéressant. Je vous invite à évidemment vous en procurer un. Disponible aux éditions Mareuil, on peut le commander aussi sur la Fnac ou des choses comme ça, j'imagine, ou bien... Bien sûr. Exceptionnel. Bruno, merci infiniment d'avoir participé à cet épisode, c'était hyper intéressant. Je trouve ça vraiment trop cool. Sur ce, c'était Noah. Pour ceux qui veulent participer à un autre épisode, je vous rappelle qu'il y a un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer peut-être un petit récap de ce que vous avez vécu, ou si vous êtes auteur ou peu importe, n'hésitez pas. Passez une très bonne soirée. Bye.